Bonjour Monsieur le Ministre, Pierre Donadieu de l'AFP. Question d'actualité, pour commencer. Mes questions concernent l'approvisionnement électrique du voisin malien. Il y a eu des coupures récentes de ces derniers jours dans plusieurs villes maliennes. Est-ce que vous confirmez qu'il s'agit bien juste d'une panne sur le réseau Ferké-Sikasso? On parle de 40, 60, 80 milliards d'impayés par le Mali sur les factures d'électricité dues à la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on pourrait avoir un chiffre précis de ces impayés? Et enfin, envisagez-vous de ne plus assurer l'approvisionnement électrique du Mali si, d'aventure, les 46 soldats n'étaient toujours pas libérés dans ces prochains jours? Merci beaucoup. Conformément à nos procédures, je vais d'abord répondre aux questions sur le Conseil et je reviendrai très certainement sur les questions d'actualité que vous venez de poser. Bonjour, Monsieur le Ministre. Je le jette d'abord RTCI.info. Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que l'assurance maladie universelle serait obligatoire parce que pour le retrait du permis, il faut forcément avoir sa carte d'assuré. Pour le retrait du passeport également et bien d'autres services de la fonction publique. Je voulais savoir le taux d'adhésion aujourd'hui de la population. Et puis en plus, pour ceux qui ne pourront pas cotiser, parce qu'il ne sert à rien d'adhérer à un projet si on ne peut pas cotiser. Pour ceux qui ne pourraient pas cotiser chaque fin de mois, quelle serait la sanction pour ces personnes? Merci. Bien, merci pour cette question. Aujourd'hui, au niveau de la couverture maladie universelle, on a un peu plus de 3 500 000 personnes qui ont adhéré à ce produit pour un peu plus de 2 millions de personnes qui cotisent. Mais le ministère de l'Emploi pourra vous donner donc les chiffres exacts avec la CNAM donc, qui se charge de cette question-là. Il y a tout un ensemble de dispositions qui est en train d'être pris par le ministère donc, en charge de la couverture maladie universelle afin de permettre la flexibilité donc, du paiement des cotisations. Vous savez que cette cotisation s'élève à 12 000 francs par an, soit 1 000 francs donc, par mois. Après, en fonction des modalités et je dirais également l'économie numérique aidant, il y a plusieurs solutions qui peuvent être imaginées afin de rendre flexible la cotisation des différents adhérents. En tout état de cause, c'est une assurance qui est obligatoire. Cela a été suffisamment dit. Il était important donc pour le gouvernement de donner des signes pour montrer que c'est une assurance obligatoire, d'où l'ensemble de ce dispositif qui a été pris. Toutes les autres assurances viennent en complément de votre couverture maladie universelle. Donc voilà ce que je peux vous dire pour répondre à votre question. Donc si on n'a plus de questions sur le Conseil, je vais répondre à la première question en ce qui concerne les coupures d'électricité au Mali. Ben, c'est vous qui me l'apprenez. En général, quand il y a des coupures en Côte d'Ivoire, on est très vite informé parce qu'il arrive qu'en Côte d'Ivoire également, il y ait des coupures et on ne lie pas cela donc, à quelque événement que ce soit. Donc il me semble un peu hâtif et malheureux de vouloir lier ces coupures qui peuvent être des pannes comme ça arrive sur tout réseau électrique. Il me semble un peu hâtif de les lier à la situation donc, de nos soldats. Ici, en Côte d'Ivoire, le temps moyen de coupure a été amélioré. Aujourd'hui, on est à environ 17 heures par an, là où en 2015, nous étions pratiquement à 30-35 heures par an. Ce sont des performances qui sont à saluer, là où à l'échelle de, je dirais, de l'Afrique de l'Ouest, on se retrouve avec des temps de coupure qui tournent autour de 80 heures par mois. Donc vous voyez, donc ça arrive que sur le réseau, il y ait des pannes, comme dans tout pays. Et donc il ne faut pas forcément lier cela à la situation donc, de nos soldats. En tout état de cause, la Côte d'Ivoire est un État responsable et nous avons choisi la voie du dialogue, la voie de la diplomatie, la voie de la négociation et connaissant la volonté très forte du chef de l'État à aller à la paix, aussi bien dans son pays que
à l'échelle donc de notre sous-région et même du monde, je dirais, il n'y a aucune raison que notre pays puisse s'inscrire dans une position belliciste vis-à-vis de nos voisins avec qui nous avons toujours eu d'excellentes relations. Donc je ne souhaiterais pas que ces incidents qui ont pu arriver, même si le contexte peut s'y prêter, ce que nous comprenons, je ne souhaite pas que cela puisse être lié à la situation donc, de nos soldats. C'est des pannes qui peuvent arriver, comme il en arrive en Côte d'Ivoire, et là où même les Ivoiriens grognent quand cela arrive. Mais c'est pour cela que j'ai tenu à dire aux Ivoiriens les efforts qui ont été faits par le gouvernement pour passer à un temps moyen de coupure aujourd'hui qui est d'environ 17 heures par an. Ça nous fait moins d'1 heure et demie par mois. Pour ce qui est du déblocage, c'est bien ça la seconde question. Je pense que c'est les intéressés eux-mêmes qui peuvent nous dire si leurs comptes ont été débloqués. Vous savez que le secret bancaire existant, nous n'avons, aucune capacité à aller investiguer pour savoir ce qu'il en est de la gestion des comptes des individus. Je note que les journaux sont plus informés que nous en la matière. On ne va pas leur demander de nous donner leurs sources. En tout état de cause, ce ne serait pas une surprise parce que le chef de l'État a toujours respecté tous les engagements, toutes les promesses qu'il a prises. Comme vous le dites, c'était une promesse du chef de l'État, mais c'est sans surprise que cette promesse, pour nous en tout cas, est respectée. Et cela montre une fois de plus combien de fois le chef de l'État est un homme de parole. Il y a des enseignants contractuels à qui on avait bien décrit pour leur situation. Et ils nous disent encore qu'ils continuent de broyer du noir parce qu'ils ont passé une année scolaire 2021-2022 sans salaire. Et aujourd'hui, ils vont également à la rentrée scolaire 2022-2023 à la peur au ventre parce qu'ils ont dû s'endetter même pour aller à des postes très loin. Ils demandent à quand, par rapport à leur situation, à quand la fin du tunnel. Quand est-ce qu'ils verront vraiment la fin du tunnel. Donc, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Quelle est exactement la situation des enseignants contractuels par rapport à leur salaire, leur premier salaire, qu'ils disent avoir besoin exactement aujourd'hui. Ils ont besoin vraiment de ça. Merci, monsieur le ministre. Alors, vous-même, vous avez évoqué à juste titre le décret qui a été pris pour régulariser leur situation. Administrativement, il n'y a plus de problème, puisque leur situation a été régularisée. Après, il y a toute la procédure de mise en œuvre de cette décision qui a été prise par décret. La fonction publique améliore de plus en plus, mais je me souviens que plus de 10 ans avant, je dirais 15 ans avant, les fonctionnaires pouvaient attendre 1 an et demi, voire 2 ans avant d'avoir leur premier salaire. Il faut saluer les améliorations qui sont faites. Donc je comprends l'urgence pour ces fonctionnaires, puisque leur situation a été régularisée, mais ils ne devraient plus être inquiets, parce que tant qu'il n'y avait pas de visibilité, tant qu'ils ne savaient pas de quoi l'avenir était fait, nous pouvons comprendre leur inquiétude. Mais aujourd'hui, le décret régularisant leur situation montre que les horizons, en tout cas, sont beaucoup plus favorables, et je leur demanderai d'être un peu patients, mais a priori, avec la prise de ce décret, rien ne devrait s'opposer à ce qu'ils perçoivent, ce qui leur est dû. Bompé, tcha 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 tcha. Et vous l'avez vu, mon cher, la maman. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer.